Monsieur Lavrov, bonjour. Merci d'avoir accordé votre temps pour continuer notre tradition annuelle. Chaque année, vous donnez votre interview à nos 3 radios. À Olesia Nosova, rédactrice en chef de Komsomolskaya Pravda, Roman Babayan, rédacteur en chef de la radio Govorit Moskva, et moi je représente en ce moment Radio Sputnik. Chaque jour, nous entendons de l'Occident qu'il voulait une défaite stratégique à la Russie. Et de jour en jour, ces menaces deviennent de plus en plus fortes. Par exemple, l'Estonie a dit vouloir détruire 2 villes russes, l'édition économiste a annoncé la création par l'Ukraine d'un drone capable de bombarder les villes en Sibérie. Et ceux-là sentent la Grande Guerre. Je ne sais pas comment sent l'arme nucléaire, mais bon, il y a des perspectives, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la fomentation de ce sujet concernant une défaite à la Russie, cela reflète non pas vraiment cette attitude, cette approche vers une guerre, mais plutôt une agonie, une hystérie. Vous avez évoqué notamment les paroles selon lesquelles si on permet à la Russie de gagner, ce sera une catastrophe. Et je pense que la Cour internationale doit vraiment prêter attention à tout cela. Et on entend beaucoup de déclarations comme ça, selon lesquelles la Russie allait transformer le monde avec la Chine, la Syrie et avec d'autres pays. Cela reflète leur compréhension de cette lutte pour leur hégémonie. En fait, c'est une lutte plutôt pour un nouvel ordre mondial. Le vice-secrétaire général de l'OTAN, Johan, a dit il y a 10 jours que le monde était en train d'entrer dans une concurrence farouche entre l'Occident et la Russie, l'Occident et la Chine. Et tous ceux qui ne sont pas de l'Occident cherchent à saper le pouvoir américain. Ils le disent clairement, le pouvoir américain. Et il poursuit. Les États-Unis ont donc besoin de leurs alliés européens. Voilà le sens de l'existence de l'OTAN, exprimé par l'un de ses fonctionnaires clés. Et on constate beaucoup de déclarations comme ça. Par exemple, au niveau des aveux, Borrell a par exemple dit, outre ces fameux propos de jardin florissant, il était vraisemblablement attristé par quelque chose, mais il a dit « Nous ne combattons pas pour l'Ukraine, mais nous combattons pour défendre nous-mêmes, pas pour l'Ukraine, mais contre la Russie. » Et on constate beaucoup de déclarations comme ça. Nous évoquons toujours notre volonté à mener des négociations. Mais avec qui? Et puis, de façon hypothétique, si nous menons des négociations, demain, ils vont nous tromper encore une fois. Pourquoi mener des négociations avec les gens qui ne tiennent pas leur parole? Aujourd'hui, notre président, moi-même, le porte-parole Peskov le répète. Quand on nous pose la question « Est-ce que vous êtes prêt à mener des pourparlers ?», nous y répondons. Le problème, c'est que Zelensky s'est interdit lui-même de mener des pourparlers. Et Poutine, d'ailleurs, a dit une fois
qu'on nous posait cette question de nombreuses reprises, mais pour cela, il fallait faire le premier pas. Zelensky devait faire le premier pas, c'est d'éliminer ce décret qui lui interdisait de participer aux pourparlers. Le problème, c'est que on n'y croit pas. On ne croit pas à la partie ukrainienne. Pendant de nombreuses années, on essayait de croire nos vis-à-vis, mais tout était en vain. Pourtant, nous avons dit que nous étions prêts à mener des pourparlers, mais contrairement à Istanbul, nous n'avions pas l'intention de faire des pauses dans les combats. Les combats se poursuivaient et les réalités sur le terrain étaient bien différentes de ce qu'on avait à l'époque. Et il fallait prendre en compte ces réalités. Ce que je veux dire par des réalités sur le terrain, ce n'est pas uniquement la ligne de contact ou le déploiement de nos forces, mais également des amendements dans notre constitution. Les 4 nouvelles régions, en fait, ce sont des régions anciennes et tout le monde doit le bien comprendre. Nos vis-à-vis ne le comprennent pas. Ils ne sont pas prêts à faire des compromis, à rechercher des compromis hypothétiques. Et c'est quelque chose qui nous est absolument clair. Il y a de l'autre côté la formule Zelensky, absence d'alternative, etc. Comment peut-on évaluer la déclaration du ministre suisse des Affaires étrangères? Elle dit que le ministre Lavrov était la première personne avec qui la Suisse a discuté les détails de la conférence pour la paix en Ukraine. Un vrai processus de paix ne peut être commencé sans participation des 2 parties. Il y a un seul mot qui est vrai dans cette déclaration, c'est que je l'ai rencontré. Il y a eu cette rencontre. C'était à New York. Nous avons participé à la réunion du Conseil de sécurité sur le sujet de la Palestine. Je connais bien le ministre des Affaires étrangères de la Suisse depuis longtemps. D'ailleurs, il a été président de la Confédération suisse. Je connais d'autres ministres, 7 ministres qui devient des présidents de la Suisse. Bref, M. Cassis m'a rencontré, il a demandé d'organiser une telle rencontre sans la participation de la presse. Et cette rencontre est survenue tout de suite après la rencontre de Davos, où il y avait une rencontre de plus dans le format de Copenhague. C'était les Ukrainiens qui ont demandé les Suisses à organiser cette rencontre. Et Cassis a fait une déclaration devant la presse après cette rencontre à Davos. Et lors de cette rencontre, il a dit, dans le sillage de cette rencontre consacrée à l'Ukraine, les participants ont décidé qu'il était insensé d'organiser une rencontre sans Russie. À mon avis, c'était tout à fait clair. Une autre question, à quoi bon tenir une séance pareille en Suisse si tout le monde comprenait qu'il était impossible de le faire sans la Russie? Je ne rentre pas dans les détails, mais je veux juste vous expliquer la position de M. Cassis. Il me disait qu'il voulait entrer progressivement dans le processus pour le modifier un tout petit peu. Cassis a dit également qu'il voulait organiser une conférence qui serait composée de 2 parties. Pour la première partie, il était probablement impossible d'inviter la Russie, mais pour la deuxième partie, il est probable d'inviter la Russie. Pour la première partie, Cassis a dit qu'il fallait travailler sur la formule de Zelensky, parce qu'il y avait des points auxquels les pays en développement étaient intéressés. À mon avis, et ce que j'ai dit à Cassis, qu'il n'y avait que 3 points importants. C'est la capitulation de la Russie et le revient aux frontières de 1991. Ensuite, le tribunal et les réparations à payer. Il y avait aussi la mention de l'obligation de limiter les armes que la Russie puisse déployer dans la zone frontalière de 200 km à côté des frontières de l'Ukraine. Tout le reste, la sécurité alimentaire, la coopération humanitaire, la sécurité nucléaire, échange des prisonniers, la recherche des personnes disparues, ce n'était que des petits détails. Et c'était quelque chose qui devait attirer l'attention des pays en développement.
La Suisse, c'est un pays qui ne nous arrange pas parce que ce n'est pas une partie neutre. C'est un pays qui s'est transformé en un pays hostile. Il a signé et s'est adhéré à toutes les sanctions de l'Occident. Il y a certains pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Ils essayaient de ne pas agir ouvertement. Et la Suisse, elle n'a rien caché. Elle a soutenu ces sanctions. Et d'ailleurs, elle a une stratégie de sa sécurité qui dit qu'il doit construire la sécurité non pas avec la Russie, mais contre la Russie. Si on parle de la situation sur le terrain, nous contrôlons une partie du territoire de la région de Kharkov et on ne sait pas ce que sera sur cette partie du terrain parce que la situation change. Qu'est-ce qu'on va faire? Aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, ou peut-être on peut déjà formuler quelque chose en tant qu'accord et présenter cet accord pour les pourparlers? Vous savez, le président l'a déjà formulé. Nous avons terminé cette phase d'Istanbul. Ensuite, l'Occident a commencé à livrer des armes à longue portée à l'Ukraine et il a également commencé à les aider à moderniser des types différents de missiles. Il a augmenté leur portée. Après l'utilisation de ces missiles, et d'ailleurs ils utilisent ces missiles pour frapper des sites civils, ensuite ils ont essayé d'utiliser des drones, et ils ont même essayé d'envoyer ces drones pour attaquer l'un de nos aéroports stratégiques. Donc après tout cela, nous avons fait en analyse et nous avons compris que les porteurs de ces obus, de ces ogives ont été modernisés. Puis il y avait l'affaire de la Crimée, il y avait une exacerbation par rapport à Sébastopol. La navigation dans la mer Noire a été perturbée également. Il s'agit des navires de combat et des navires de commerce. Je ne parle même pas de Belgorod et de Koursk. Il y avait d'autres attentats terroristes. Bref, à un moment donné, Poutine a répondu à la question sur la sécurité de notre terre. Il a dit qu'il fallait repousser cette ligne depuis laquelle les Ukrainiens pouvaient nous attaquer. Donc je pense que ici, Kharkov joue un rôle important. Nous sommes absolument sûrs qu'il faut continuer cette opération militaire spéciale. Nous sommes prêts à tenir des pourparlers. Ce ne sont pas des paroles creuses, c'est vrai. Mais pourtant, les discussions avec Zelensky sont privées de sens. Est-ce que c'est dangereux, c'est risqué pour nous de devenir dépendants de la Chine? Ou est-ce que nous sommes vraiment des amis, des partenaires pour toujours? Aujourd'hui, bien sûr, dans le contexte de la sécurité globale, c'est la sécurité de l'Eurasie qui prévaut. Parce que le modèle euro-atlantique, qui existe depuis la création de l'OSCE, qui existe même depuis l'Union soviétique, sans citer les documents, qui étaient vraiment censés assurer la sécurité indivisible, mais personne n'a voulu les respecter. Donc l'OTAN, l'OSCE, nous avions avec eux des mécanismes, comme le Conseil Russie-OTAN d'ailleurs. Et ce mécanisme de sécurité est déjà obsolète. La Chine est déjà une puissance mondiale et quand la Chine propose ses projets, la Chine n'impose pas les projets. Elle dit, bon, on peut proposer un tel projet économique au niveau des chemins de fer en Asie, en Afrique,
où que ce soit, et les décisions se font à la base de consensus des intérêts. Tout comme cela se passe dans nos relations avec la Chine, plus 240 milliards. Nous avons fixé une croissance au niveau de nos échanges commerciaux l'année dernière. Et une grande partie de notre coopération, c'est la haute technologie, le nucléaire civil, l'aéronautique, la construction d'avions. Comment peut-on expliquer cette hystérie farouche qu'on constate chez l'administration européenne, comme quoi la Russie s'apprête à attaquer l'Europe? Je pense que on pourrait dire que c'est une paranoïa, mais je pense en fait que ce n'est pas le cas. C'est un projet très sophistiqué. Ils veulent obtenir de leur Parlement les fonds pour poursuivre cette opération. On constate que les États-Unis, on est en train d'examiner 3 projets de loi concernant l'Ukraine. Et aujourd'hui, ceux qui sont les plus va-t-en-guerre, ce sont les Européens. S'ils cessent ces récits comme quoi nous allons attaquer l'OTAN, en fait, ce sont des récits pour faire peur aux électeurs, pour pouvoir poursuivre ce cap. Mais ce qui est illustratif, c'est qu'au tout début, avec le lancement de l'opération spéciale, il y avait ceux en Europe et aux États-Unis qui disaient si avec cette adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, il n'y aurait pas eu de guerre. Et aujourd'hui, ils disent qu'il ne faut pas permettre la défaite ukrainienne, sinon Poutine va attaquer l'OTAN. Vous voyez bien cette logique. L'Union européenne, Borrell, Scholz, Ursula von der Leyen, ils ont déjà été très arrogants. Ils ont déclaré que la Russie était un ennemi. Ils ont coupé les ponts. Et s'ils changent de discours, ils vont être piégés par l'opposition. De plus, cela leur est nécessaire pour obtenir des fonds et pour pouvoir expliquer pourquoi ils ont privé leur population de gaz bon marché, du pétrole bon marché, pourquoi cette hausse des prix, pourquoi les sanctions ont entraîné une désindustrialisation et pourquoi il y a cette délocalisation de l'Allemagne vers les États-Unis, vers la Chine. Vous savez, j'ai entendu parler de cela. Ce sont des considérations qui se propagent en Israël, dans l'esprit israélien en Occident. La volonté et l'objectif de cela, c'est d'attirer l'attention, de détourner l'attention de la communauté internationale de ce qui se passe en bande de Gaza. Et d'ailleurs, les envoyés spéciaux de secrétaire général parlent déjà du génocide. Alors, ils tentent de détourner l'attention et qualifier l'Iran de la menace. Ils tentent même de dire que l'Iran dispose de cette arme nucléaire, alors que l'Iran, c'est un pays le plus vérifié parmi les participants du traité TNP. Il y a eu la riposte de l'Iran à cette attaque contre le département consulaire iranien et qui a fait des victimes. Donc l'Iran a riposté. Après cela, il y avait des contacts téléphoniques entre la Russie et l'Iran, entre nos représentants et les représentants d'Israël. Et nous avons fixé clairement la position. Nous avons dit que l'Iran ne voulait pas cette escalade.
Il ne pouvait pas ne pas répondre à cette violation flagrante du droit international, du statut de sa mission diplomatique, mais il ne veut pas cette escalade. Et tous les spécialistes, c'est ainsi qu'a été qualifiée la réponse de l'Iran par les spécialistes. J'espère que je ne me trompe pas. Il me semble que c'était là le caractère de la riposte israélienne contre les sites en Iran. Tous les maux du Moyen-Orient, l'extrémisme, le terrorisme, c'est quelque chose qui est alimenté par l'absence de décision du problème palestinien depuis déjà 75 ans. Il y avait des promesses, même des décisions de créer 2 États. C'était en 1947. Un État a été créé, mais l'autre État n'est pas créé jusqu'à aujourd'hui. Nous voudrions arrêter cette violence, la résolution des problèmes humanitaires. Il faut que les Arabes fassent preuve de leur initiative, qu'ils soient soutenus par toutes les forces raisonnables et qu'ils décident de la création de l'État palestinien. La question arménienne, volet arménien. Vous savez, nous recevons de nombreuses informations différentes. Nous nous considérons comme alliés, nous sommes des alliés juridiquement, mais je pense qu'il y a en Arménie ceux qui comprennent bien l'importance de la Russie pour la sécurité et le développement de l'Arménie, y compris le chef du gouvernement. Je pense qu'il a fait une déclaration au Parlement et il s'est prononcé sur les relations entre l'Arménie et l'Arménie. À son avis, nos relations ne sont pas à beau fixe, mais quand même, il a dit que ces relations étaient très importantes pour l'État, pour la sécurité et pour le développement économique. Il a dit, je cite aussi, qu'ils apprécient beaucoup ce qu'il y a de positif et ce qu'il y avait de positif dans nos relations. À mon avis, ce sont des paroles très importantes. En quelque sorte, c'est une réaction aux activités des États-Unis et de l'Occident. En fait, leurs actions visent à séparer la Russie et l'Arménie. On parle également aussi parfois de ce que l'OTC n'arrive pas à comprendre quelle est sa zone de responsabilité en Arménie. Mais le problème, c'est que l'Arménie elle-même n'a pas encore défini cette zone. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à respecter les frontières de 1999, selon l'accord d'Almaty. En même temps, une commission de délimitation a été créée. Avant de blâmer le TSC, il faut tout d'abord terminer le processus de la démilitation. Et c'est ce dont s'occupe maintenant la partie arménienne. Que doit-on faire pour empêcher ce qui est arrivé en Arménie? Et l'Occident travaille de façon agressive, de façon très ardente. Il cherche à transformer Mme Sandou en une personne qui est en train d'entraîner la Moldavie vers l'OTAN, soit directement, soit via leur réunification avec la Roumanie. Effectivement, c'est un rôle comme celui que jouait Zelensky. Les actes de Mme Sandou font penser à des manipulations de diktat. Quand il y a quelqu'un qui promeut l'Occident, l'Occident leur permet de faire cela. Tout comme en Géorgie, par exemple, on constate des manifestations et Salomé Zéoubachvili est transformé
un acteur de lutte pour la liberté de la parole. Alors que dans d'autres pays de l'Union européenne et aux États-Unis, il y a des lois pareilles qui prévoient des amendes et qui prévoient des persécutions. Cette année, la Russie accueille le sommet des BRICS. Quels sont les défis, quels sont les objectifs et perspectives? Notre agenda est bien étouffé, 250 événements et activités au niveau des défis. Il faut assurer la bonne intégration des nouveaux membres. Nous avons doublé le nombre des membres et nous avons des traditions, nous avons des procédures élaborées et traditionnelles, notamment la culture de consensus, la culture du soutien mutuel et réciproque. Il y a beaucoup de structures qui font leur travail. Donc, ces nouveaux membres vont faire leur intégration non seulement au niveau des sommets, mais aussi au niveau des activités sectorielles, le secteur bancaire, l'agriculture, etc. Je me suis rappelé une toute dernière chose à Madame Sandou, à toutes ces personnes qui veulent également faire éloigner l'Arménie de la Russie. Il faut se souvenir des déclarations de Borrell. Il a dit, nous ne luttons pas pour l'Ukraine, mais contre la Russie qui nous menace. Et après cela, Zelensky a dit, ils font la guerre pour leurs intérêts. Et je pense qu'il faut se souvenir de tout cela.